Bien le bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans votre émission quotidienne Bonjour d'Algérie, l'émission qui vous provient chaque mercredi en direct de la station régionale d'Oran. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Toujours un plaisir de vous revoir en ce mercredi 7 février 2024 avec notre humble équipe technique pour vous servir durant 1h30 de programme qui, je l'espère, sera à la hauteur de vos attentes. Un programme riche et varié, concocté spécialement pour vous et qui comprendra du cinéma avec M. Abdelkader Melfi qui vient nous parler de son premier long métrage documentaire sur le cinéma algérien de sa naissance jusqu'à aujourd'hui. On passera ensuite au volet santé, étant donné que nous sommes à quelques jours passés de la journée mondiale de lutte contre le cancer. Nous aurons le plaisir d'accueillir avec nous Dr Nawel Balarbi, qui est épidémiologiste à l'Observatoire régional de santé d'Oran, et qui sera accompagné de Dr Amel Hamman, qui est généraliste au sein du même observatoire, pour nous parler de cette terrible maladie, des dégâts, de ses dégâts, ainsi que des mesures à prendre afin d'éviter le pire. Nous passerons ensuite au volet associatif avec une fierté pour la ville d'Oran, à savoir l'association BLK Enfance, une association qui fait un travail immense et très très important dans la prise en charge gratuite des enfants en difficulté, notamment les enfants autistes. On passera ensuite au service public avec la très très belle initiative initiée par la Sonalgaz, à savoir l'installation de détecteurs de monoxyde de carbone gratuitement chez vous, chers téléspectateurs, et oui, dans l'ensemble des foyers algériens. Une opération qui se poursuit jusqu'à nos jours. Et pour en parler plus en détail, nous aurons le plaisir d'avoir avec nous Madame Fella Bouzienne, qui est chef de département communication au sein de la direction régionale de la Sonalgaz. Et pour finir, de l'artistique, bien sûr, avec l'artiste sculpteur et peintre Abdelrahman Rabia, qui viendra nous parler de son travail, ainsi que de ses sculptures très très atypiques. Donc restez avec nous pour découvrir tout ça. Sans plus tarder, nous allons commencer avec le volet cinéma, mais avant, nous allons vous emmener dans un voyage avec nous, découvrir un montage regroupant plus de 60 ans de cinéma algérien. On vous laisse regarder et on se retrouve
Un hommage très beau et très émouvant, regroupant les moments les plus iconiques de notre cher cinéma algérien. Merci beaucoup à Nabil Jedouani qui nous l'a gracieusement offert ce bel hommage. Nabil Jedouani, pour ceux qui ne le savent pas, on le rappelle, c'est quand même le fondateur des archives numériques du cinéma algérien, donc la chaîne qui se spécialise dans la collecte de raretés algériennes et qui nous a gentiment offert ce bel hommage cinématographique. Donc on va rester dans la même thématique du cinéma algérien avec notre invité du jour, à savoir Monsieur Abdelkader Melfi. Monsieur Abdelkader Melfi, marhaba bik, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour téléspectateurs. Voilà, je remercie en même temps celui qui a fait ces extraits extraordinaires. Et il a beaucoup d'archives par rapport aux archives que j'avais. Oui, il a une base de données très importante. Il a une base de données très importante pour faire un chef-d'œuvre sur le cinéma algérien. Malheureusement, comme il a dit, le défunt Haj Rahim, au bout de 100 ans, au bout de 20 ans, n'a pas pu réaliser plus que son film. C'est-à-dire le cinéma algérien, malgré sa glorification qu'il a pu avoir auparavant, mais il reste toujours modeste par rapport à la production. Absolument, absolument. Donc Abdelkader Melfi, on va d'abord commencer par vous présenter. Donc vous êtes avant tout enseignant en sociologie à l'université Oran 2. Voilà. Vous êtes également chercheur au sein du CRASC, donc le Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle. Voilà. Et tout d'un coup, vous vous êtes lancé dans la réalisation d'un long métrage documentaire sur le cinéma algérien, où vous parcourez la naissance de ce cinéma et les conditions qui ont fait en sorte que ce cinéma puisse naître, et vous le suivez jusqu'à nos jours pratiquement. Donc avant de commencer à en parler dans les détails, donnez-nous un peu une idée sur votre film. Bon, le film est venu à travers une discussion au sein du CLA, c'est une antenne qui dépend du CRASC, et on avait pensé de faire un projet. Mais le projet de recherche, moi j'ai proposé de changer la manière de faire des projets de recherche. Au lieu de faire des recherches paperasse, enquête de terrain et ainsi de suite, bon, j'ai voulu faire autre chose, de faire un projet de recherche, mais la production de cette... la recherche par la caméra. Par la caméra, voilà. Et de produire un film documentaire de telle sorte qu'il sera visuel, plus accessible à un large public. Et bon, parce que c'est un projet qui est enregistré sur le registre des projets Impact. C'est-à-dire qu'il faut produire quelque chose qui sera livrable pour un organisme qui l'accueillera plutôt. Alors du coup, on a pensé de faire un documentaire qui sera livrable pour la diffusion. Absolument, absolument. Voilà. Et donc c'est le CRASC qui a pris en charge la production de ce film. Bien sûr, c'est le CRASC qui a financé la production de ce film. C'est un financement qui est un peu modeste, mais ça ne sert à ce qu'on a pu faire avec un film. Mais n'empêche qu'on a pu le découvrir quand même en exclusivité. Donc ça va prendre beaucoup de temps pour le voir. Ça a quand même un certain cachet professionnel. Donc quand même, il a été fait dans les règles de l'art, on va dire. Voilà. Donc vous avez quand même pu avoir de grands intervenants du cinéma algérien qui vont donner leur avis sur la question, notamment la période des années 90 qui a conduit plus ou moins on va en dire à la disparition entre guillemets du cinéma algérien. Mais avant tout, avant d'en parler dans ces détails-là, quelle a été l'inspiration? Qu'est-ce qui vous a poussé à travailler sur le cinéma algérien, étant donné que vous êtes sociologue? Non, à formation de base philosophie, après j'ai fait glissement vers la communication, après j'ai fait glissement vers l'audiovisuel. Alors, du moment que je me suis imprégné vers la sociologie et l'audiovisuel, j'ai commencé à travailler sur le cinéma. Bon, j'ai une passion vers le cinéma. Donc vous êtes cinéphile? Voilà, cinéphile. J'aime voir les films sur l'écran, notamment les grands écrans. Il y a une différence de voir un film sur un petit écran et un film sur grand écran avec un public très large. À l'époque, dans notre jeunesse, on avait les jeudis après-midi et lundi après-midi pour aller voir un film, soit un film américain, soit un film hindou, soit un film égyptien de l'époque. Alors du coup, l'amour au cinéma s'est imprégné dès la jeunesse. Et qu'est-ce qui a fait en sorte que puisse naître cette idée
L'idée de vous lancer directement dans un film? L'idée est venue à travers la discussion avec les collègues. En même temps, l'idée, c'est de de tracer la ligne du cinéma algérien. Pourquoi? Parce que c'est de la discussion qui se lançait à chaque fois au niveau du CRAS. Pourquoi le cinéma a reculé? Pourquoi on n'a pas toujours les mêmes productions qu'on avait aux années 80, aux années 60, là où on avait les grands prix. Oui. Voilà. Par contre, le cinéma algérien, il est né modestement, c'est-à-dire il est né avec une seule caméra, sur les épaules, dans les maquis. Oui. Avec Jamel Chandarli, Ronnie Vautier, qui est considéré comme le père spirituel du cinéma algérien. C'est littéralement le regroupement du groupe. Il y avait Ahmed Rajdi, que je le salue par l'occasion. C'est le premier qui a accepté de nous aider. Une fois, je l'ai téléphoné, je lui ai demandé nous sommes un groupe de chercheurs au niveau du CRAS, et on veut faire quelque chose sur le cinéma algérien. Il a accepté tout de suite. Il nous a accueillis dans son bureau. Il a travaillé avec nous durant 2h30. Je aussi, qui peut-être pour les téléspectateurs qui ne le savent pas, c'est quand même un immense réalisateur. C'est quand même l'auteur du grand film L'Opium et le Bâton, mais aussi d'un film aussi très important qui n'est pas souvent cité. C'est pour moi l'un des films référents sur l'immigration. Il parle des conditions des ouvriers algériens qui étaient établis en France dans les années 70, à savoir Ali au pays des mirages, qui est aussi un film réalisé par Ahmed Rajdi, porté par la très très belle musique d'Idir. Donc, quand même, on va revenir au film, Monsieur Melfi. Il y a quand même un très grand travail de recherche qui a été fait à ce sujet. C'est quand même un film qui est très dense et qui englobe plus ou moins plusieurs angles d'attaque. Notamment, vous abordez les aspects techniques, la formation des techniciens, la production, le métier de réalisateur, etc. Et donc, parlez-nous un peu justement comment vous avez structuré votre vie. Est-ce que vous avez, je vais reformuler la question, est-ce qu'il y avait un temps précis, un fil conducteur précis dès le début, ou vous l'avez restructuré après les interviews avec les réalisateurs? Il y avait des propositions au départ, mais une fois avoir récolté les informations à travers les intervenants, notamment le défunt Mohamed Haj Mohamed Bosba, qui tenait à cœur de voir le film après le montage. Malheureusement, il n'a pas pu le voir. Kamel Kassar, en même temps, je le salue par l'occasion. Lorsque j'ai téléphoné à Kamel Kassar la première fois, voilà, nous sommes un groupe de recherche, on veut faire un travail sur le cinéma algérien. La deuxième fois, quand je l'ai téléphoné, il a dit ça, je vous connais, parce que il a l'oreille quand même, parce que c'est un ingénieur de son. Alors, le fait d'avoir ces informations, on a commencé à classer les informations chapitre par chapitre. C'est-à-dire, il y avait des experts avec nous tels que Youssef Hiba, qui est actuellement aux États-Unis, mais il est un journaliste de la station de la chaîne Nahar. On a pu reformuler les questionnements, parce que les questionnements qu'on fait en tant que chercheur en sociologie, c'est pas la même chose qu'on fait des donc justement, donnez-nous un peu une idée. Comment était prévu votre film au départ? J'ai pas encore saisi la question. Étant donné que vous avez reformulé vos questions par la suite, quelles ont été vos questions initiales? Comment était prévu votre film? C'est-à-dire, on a pensé au même volet, mais avec des questions d'ordre sociologique, d'ordre communicationnel, pas d'ordre artistique et journalistique. C'est-à-dire, celui qui nous a aidé à reformuler, c'est Moustapha Tounsi, parce qu'il est déjà journaliste comme vous. En même temps, il fait des interventions sur les plateaux de télévision. Il a reformulé les questionnements. Et de ces reformulations, j'ai pu par la suite refaire le cheminement, ou plutôt le fil conducteur, comme vous l'avez dit, du film documentaire. À travers les discussions toujours, parce que à travers la discussion, j'ai eu la lumière, j'ai commencé à penser où pourrais-je situer l'angle d'attaque. Absolument. Par quoi commencer?
Alors, il fallait attaquer directement Par le début. Par le début. C'est-à-dire, il faut attaquer des lieux pour avoir il y a quand même aussi beaucoup d'images d'archives que vous avez utilisées. On voit Bien quand même Mohamed Lakhtar Hamina quand il avait reçu sa Palme d'Or pour Chronique des années de Braise au Festival de Cannes. On voit aussi Ahmed Rajdi qui avait reçu l'Oscar du meilleur film étranger pour le film Z. Donc vous avez quand même utilisé beaucoup d'images d'archives. Notamment René Vautier aussi. René Vautier, il fallait beaucoup de travail pour avoir l'archive. C'est-à-dire soit fouiller sur Internet, soit consulter des amis, avoir des séquences d'archives, soit consulter des documentaires qui étaient réalisés auparavant pour avoir quelques séquences d'archives. Oui. C'est-à-dire, si on fait étaler le film avec les intervenants, ça va devenir ennuyeux. Oui. Mais donc il fallait chercher des... jongler aussi avec des séquences de films, voilà, etc. Oui. Lorsqu'il parle de Al-Ghattas, c'est pas parce que j'ai bien aimé ce film, Al-Ghattas de Chandlerley. L'oncle de Chandlerley, c'était le premier. J'ai oublié son nom. Mais... le premier réalisateur de. Non, Al-Ghattas. Bon, il va revenir. Je l'avais pas l'archive. Il fallait fouiller, faire beaucoup de fouilles pour c'est l'avoir. C'est pas un film facile à trouver, absolument. Voilà. Bon, avant de continuer, on va regarder un petit extrait de votre film afin de donner une idée aux téléspectateurs. On vous laisse regarder et on se retrouve juste après pour finir. En 62, quand la France a quitté l'Algérie et qu'il n'y avait pas un seul cinéaste algérien, à part les quelques-uns qui étaient dans les maquis. En quelques années, le cinéma algérien a voyagé dans le monde avec la bataille d'Alger. 3-4 ans après l'indépendance, il a été produit, même si c'est des étrangers. Ouais, un très beau film en tout cas. On rappelle quand même que le film a été tourné durant l'ère de Covid-19. Oui, donc, on a travaillé durant le Covid-19, c'était un peu difficile pour avoir les intervenants. Oui, mais donc, il y avait un très grand courage pour le faire. Justement, quels sont les défis que vous avez rencontrés étant donné qu'il a été tourné dans un contexte très particulier? En tant que réalisateur, quelles ont été les difficultés que vous avez retrouvées? La première difficulté, c'était la difficulté. Il y en a on a sollicité beaucoup d'intervenants qui n'ont pas accepté. Il y en a qui ont accepté chaleureusement. Il y en a qui ont accepté et qui nous ont accueillis chez eux, tels que Hassan Ben Zerari. Il nous a reçus chez lui. Nawaz Zahtar, que je l'ai salué par l'occasion. Nawaz Zahtar qui avait quand même participé dans 2 grands films à l'époque, notamment Le Vent du Sud ou encore Al-Qal'a, La Citadelle. Et son premier film. Ouais. Nafissa, absolument, exactement. Parce que je ne l'ai pas dit, que là, je vous connais depuis Nafissa. Je suis depuis Nafissa. C'est mon devis. C'était mon devis. Absolument. Alors, les difficultés, c'est-à-dire, parce que les travaux de recherche, c'est toujours comme ça. Il y a des difficultés pour avoir les intervenants, pour avoir récolté des informations, et surtout pour avoir des gens qui acceptent de se mettre devant la caméra. Oui. Il y en a qui ne veulent pas. Par exemple, le défunt Zakaria, lorsque j'ai fait une intervention avec lui, il m'a donné beaucoup d'informations sur beaucoup de choses sur le cinéma, mais il n'a pas accepté d'être devant la caméra. Oui. Vous avez diffusé d'ailleurs un passage très rare, qui à savoir son premier film qu'il avait réalisé avec Mohamed Adal. Mohamed Adal, c'est lui qui m'a soufflé l'idée de voir monsieur le défunt Zakaria pour avoir au moins l'idée du film, en même temps d'avoir l'extrait du film. Oui, un grand réalisateur et une grande fierté pour la station de Randa. Et le film Inspecteur Tahir Sejil Hadaf, qui était tourné. Il y avait aussi une production qui était une production de la station Randa. Absolument. Donc, avant de finir, est-ce que il y a une diffusion prévue de votre film bientôt en salle en principe, aujourd'hui, pour les téléspectateurs qui veulent découvrir. En principe, aujourd'hui, on va achever les travaux du film au niveau du CRAS avec l'évaluation finale pour savoir l'avenir du film, où est-ce qu'il va
où est-ce qu'il va aller. Le plus loin possible, on l'espère. Voilà, le plus loin possible. Très bien. Merci beaucoup en tout cas, M. Abdelkader Melfi, d'avoir été avec nous pour nous éclairer un peu sur ce beau nouveau projet. On espère que ça sera un très grand succès et que vous pourrez un peu parcourir plusieurs festivals avec. Et nous espérons vous revoir aussi dans d'autres occasions pour d'autres films, peut-être, Inch'Allah. Inch'Allah, pourquoi pas, parce que il a ouvert l'appétit pour avoir... Absolument, absolument. Pour faire beaucoup de choses. Comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Voilà, c'est ça. Absolument. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Melfi. De rien. C'est moi qui vous dis merci. Merci beaucoup. Et quant à nous, chers téléspectateurs, on continue avec le volet santé. Mais tout d'abord, un sujet sur la journée de sensibilisation qui a été organisée par le EHO d'Oran sur les risques liés au cancer. Un sujet signé Fatima Marar, lecture Selim Skandar, et on se retrouve juste après. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le cancer, une campagne de sensibilisation a été organisée par l'établissement hospitalier de la wilaya d'Oran afin de conscientiser sur les dangers de cette maladie et inciter les gens au dépistage. تقوم بعدة أنشطة من بينها تقوم بعملية تحسيسية داخل المؤسسة للمرضى المتواجدين عبر المصالح وكذلك للمواطنين المتواجدين داخل المؤسسة باعتبار أن الأبواب مفتوحة لأي مواطن يريد استفسار أو استشارة من الطبيب فيتفضل. وكذلك هناك أطباء متخصصين متواجدين لاستقبال هؤلاء المرضى وتوعيتهم على هذه الأمراض المتواجدة والتي تتضاعف يوميا. Dans le but d'optimiser la lutte contre le cancer, l'établissement hospitalier d'Oran propose une prise en charge et un staff médical complet réservé au traitement des cas en oncologie. قايمين بنا الحق ما خصنا والو برانا دوانا كل شيء. احنا الطباء مساكين يعاونونا يوجهوا الواحد اللي مريض يعطوا له الحق نيشان دير ذاك الدواء كل احنا شويه العرب احنا الدواء ذاك ما نديروش نيشان نديرو خاطر يقول لك دواء تاع عرب هو لا عندها تاع الطب والطباء هادو الحمد لله مساعدين للناس كل شيء يديروه الشيماء تاعهم يديروها نيشان ويوجهوا الواحد اللي راك مريض ولا مش مريض ويقول له دير العمل تاعك والسيد كان اللي ما يديرش يخاف كي يقولوا له هذاك الشيء ما ديرها يخاف يقول لك انا نديروا هذاك الشيء ما نزيد ما نزيدش بزاف وربما نموت ولا ما نعرف ولا مش عارف بصح لا الانسان يتبع الديريجات تاع الطباء هذه يتبعهم يدير السويفون تاعها ليشان. La multiplication des campagnes de sensibilisation et le suivi assidu des malades pourraient jouer un rôle important dans la lutte contre le cancer. Absolument, la sensibilisation dans la lutte contre le cancer. Merci beaucoup Fatima Marar ainsi que Selim Skandar pour la version française pour ce sujet, sur un sujet aussi important que le cancer. Étant donné, comme je l'ai cité précédemment, on est à quelques jours passés de la journée mondiale de lutte contre le cancer. Pour en parler plus en détail sur cet important sujet, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Dr Nawel Belarbi, qui vous êtes donc docteur déjà. Marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. C'est toujours un plaisir. Donc on va vous présenter Madame Belarbi. Donc vous êtes épidémiologiste au sein de l'Observatoire régional de santé d'Oran. Oui. Donc très bien. Donc avant d'en parler plus en détail, on va d'abord présenter notre deuxième invité. Vous êtes docteur Amel Hamman. Bonjour. Marhaba bik, madame. Je vous remercie pour l'invitation. Donc, madame, vous êtes généraliste au sein du même observatoire. Oui. Donc, très bien. Alors, avant de commencer, donnez-nous un peu une idée aux téléspectateurs aussi qui peut-être ne connaissent pas l'ORS, donc l'Observatoire régional de santé d'Oran. Alors, l'Observatoire régional de la santé d'Oran est une annexe de l'Institut national de santé publique. Très bien. Qui se situe à Alger. Et nous avons donc 4 missions principales qui sont l'information sanitaire. Donc nous recevons l'information de 10 wilayas de la région ouest. C'est la surveillance épidémiologique également. Nous faisons énormément de formations
et des enquêtes, bien sûr, en fonction de la situation épidémiologique de la région ouest. Voilà. Très bien. Et bien sûr, la promotion de la santé. Oui, absolument. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Oui, exactement. Donc, madame, quand même, on voit que, sans vouloir être alarmant, mais on voit quand même que, par exemple, le bilan de l'OMS de 2020 avait quand même annoncé plus de 18 millions, je pense, de cas cancéreux dans le monde, donc avec 9 millions malheureusement de décès. Donc, est-ce que la sensibilisation et la prévention demeurent avant tout, on va pas dire le remède, mais l'attaque principale contre le cancer? Alors écoutez, c'est vrai qu'on aime beaucoup les chiffres, Oui. mais je crois qu'aujourd'hui, il faut rester sur la prévention. Oui. Et ça reste la stratégie la plus prometteuse pour diminuer l'incidence et la mortalité des cancers. Absolument. Donc, vous savez que en Algérie, on compte près de 50 000 cas de nouveaux cas par an. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est de dire que près de la moitié des cancers sont évitables. Oui. Et donc, je crois qu'on va axer notre intervention sur ces cancers qui sont évitables. Alors, quand je dis évitable, c'est qu'il suffit de changer notre comportement, notre mode de vie, notre exposition aux facteurs de risque pour justement amoindrir les risques de contracter un cancer. Et donc, je voudrais lancer un message, c'est qu'il ne faut pas rattacher le cancer à la mort. Oui, on a absolument. tendance à dire Absolument. un tel a un cancer, donc c'est entre guillemets un condamné. On est tous condamnés à mort. Absolument. Et on peut mourir de n'importe quoi. Et donc, il suffit de travailler sur les facteurs de risque. Je vais citer le premier facteur de risque qui est le tabac. Oui. Donc, le tabac, c'est le facteur le plus connu et c'est le facteur de risque le plus important, évitable, le plus important. Le plus mortel aussi. Donc, il faut travailler sur la réglementation. Donc, il faut appliquer la réglementation en vigueur en matière de tabac. Donc, interdire de fumer dans les endroits publics, moi, j'allais dire interdire même de fumer à la maison. Oui. Parce qu'il y a le tabagisme actif et le tabagisme passif. Absolument. Et ceux qui inhalent, ceux qui inhalent la fumée, donc engendrée par la cigarette. Donc je demande à toutes les personnes qui fument, soit d'arrêter, soit de s'en fumer elle-même et de ne pas en fumer son entourage. Et notamment les enfants, malheureusement. Il y a par exemple des parents qui fument devant leurs enfants. Les enfants. Je pense que il faut, en parlant de cigarettes, il ne faut pas leur dire cigarette égale cancer. Parce que les gens qui fument, ils ont décidé de fumer, ils ne vont pas s'arrêter pour si peu. Oui, absolument. Donc, parce que pour eux, surtout les jeunes, les jeunes ont l'impression que 40 ans, c'est très loin. Ils ne savent pas que 40 ans, ça vient très vite. Oui. Ils ne se sentent pas concernés, alors qu'il y a vraiment des cancers qui se développent à un âge très jeune. Donc, le tabac, il faut appliquer la réglementation. La réglementation, les lois existent, il faut les appliquer, il faut s'assurer qu'ils sont appliqués surtout dans les lieux publics. Très bien. Donc, il faut interdire la cigarette dans les cafés. Oui. Parce que les gens, généralement les jeunes, fument dans les cafés ou alors à la fac. Il faut agir sur cette catégorie-là, les plus jeunes. Ouais, c'est vrai, quand on regarde aujourd'hui les cafés, c'est devenu de véritables cheminées ambulantes. C'est des fumoirs. C'est des fumoirs. Donc, il y a le deuxième facteur de risque qui est l'alcool. On ne doit pas se voiler la face. On est un peu musulmans, mais il y a des personnes qui boivent. Oui. Et donc là, l'alcool est responsable de plusieurs cancers. Je vais citer le sein, la bouche, le larynx, le pharynx, l'estomac, le foie, le côlon, le rectum. Et donc, il y a l'alcool. Il y a aussi l'alimentation. Alors là, il y a beaucoup à dire. La malbouffe en particulier. Parce qu'on mange un peu n'importe quoi. Oui. Hein, avec une heure de pause, on va aller dans le premier fast-food avant de prendre un sandwich, alors qu'on a de belles habitudes, on a vraiment de belles recettes, nos mamans cuisinent très bien. On doit continuer à cuisiner pour nos enfants. Il n'y a pas mieux que la cuisine méditerranéenne. Vous savez, les légumes, les fruits, l'huile d'olive, il y a même des aliments protecteurs contre le cancer. Ouais. Je vais citer les choux. Ouais. Les enfants n'aiment pas pratiquement tous les enfants n'aiment pas les choux, mais il faut leur apprendre à apprécier ces goûts très jeunes. Ouais. Donc, il y a les choux, il y a les agrumes pour les cancers gastriques, il y a les fruits rouges, c'est des antioxydants. Il y a aussi l'ail, l'oignon, la tomate, tout ça, c'est des aliments protecteurs. Donc, il faut inciter, j'allais dire pas les mamans, les parents, à apprendre à leurs enfants. Il faut se réapproprier notre cuisine, la cuisine de nos mamans, la bonne cuisine méditerranéenne.
Très bien. Donc, pour parler des aliments, alors il faut éviter, vraiment éviter d'être dans l'excès dans les viandes rouges. Ah, L'Algérien il est connu pour aimer la viande rouge. Donc, il faut éviter au maximum les viandes rouges et il faut éviter surtout de les cuire au gris, les barbecues. Ça, c'est très nocif pour la santé en général. Et il y a aussi l'excès de sel et des aliments salés. Vous savez, quand on grignote un aliment salé, on a envie d'en prendre encore plus. Oui, les cacahuètes salées, les chips et tout. Donc, tout ça, c'est des facteurs de risque pour les cancers gastriques. Absolument. En tout cas, avec le prix actuel de la viande rouge, en tout cas, on a une bonne raison pour ne pas en prendre. Voilà. En tout cas, docteur Hamen, est-ce que le dépistage précoce aujourd'hui demeure-t-il l'unique solution pour éviter le pire, ou il y a d'autres on va dire, comportements à prendre Tout à fait. Mais prendre en avant considération. tout, permettez-moi de vous remercier pour cette occasion, de nous avoir offert cet espace pour sensibiliser notre cher concitoyen de l'importance de la sensibilisation et du dépistage. Oui. Parce que le cancer était un problème de santé publique. Il ne cesse de croître et prendre de l'ampleur de par le monde, et même chez nous, en Algérie notamment. Oui. La stratégie nationale actuellement se base ou mise beaucoup sur la sensibilisation et le dépistage. Je prends l'exemple de notre unité au niveau de l'OARES. On s'occupe et nous sommes chargés du dépistage du cancer du col. J'insiste pour ce cancer parce que c'est un cancer qui est évitable et guérissable à 100%. Nous savons maintenant qu'il est dû à des HPV oncogènes. Donc, on cherche à capter les femmes au stade de lésions précancéreuses. Ce n'est pas un cancer qui se développe du jour au lendemain. C'est sur une échelle de 10 à 15 ans. Oui. Donc, je pense qu'actuellement, c'est malheureux de voir de jeunes femmes partir à cause du cancer du col. Il suffit, et pour ceci, on incite les femmes pour se présenter au niveau des PMI les plus proches pour faire un geste simple, facile et gratuit, qui est anodin, qui est le frottis. Une femme dépistée, c'est une femme qui garantit sa guérison. Absolument. Voilà. Tout à fait. Bon, j'aimerais aussi vous faire réagir sur un point. Il y a certains médecins aujourd'hui, un peu partout dans le monde, qui qualifient l'acupuncture comme un excellent remède pour éviter les métastases de certains types de cancers. L'acupuncture, oui. Possible, oui. L'acupuncture. Donc, est-ce que vous partagez cet avis ou... Je ne sais pas, je ne suis pas, mais moi je suis de l'avis des méthodes classiques. Donc pour l'acupuncture, ils disent qu'il a des effets, il a des effets sur la diminution des métastases pour le cancer du côlon, pour le cancer du sein, pour les autres cancers. Mais actuellement, on n'a aucune étude dans ce sens, donc je ne peux pas me prononcer. Très bien. Très bien. Et Madame Belharbi, quels ont été les récents progrès accomplis dans la recherche contre le cancer? Alors écoutez, donc il y a une étude dernièrement qui a été effectuée par le service de prévention du CHU d'Oran sur justement les tendances de l'incidence des cancers. Et cette étude est partie de l'année 1996 à 2019. Et elle a montré qu'il y avait une augmentation des cancers du côlon et du poumon dans les deux sexes, et qu'il y avait une augmentation du cancer du sein chez la femme, mais par contre qu'il y avait une stagnation dans les cancers du col. Et donc ça prouve qu'on a encore des efforts à faire en matière de recherche. Oui. C'est vrai que les molécules de chimio, il y a énormément de progrès. Donc il y a des chimios de plus en plus ciblés, il y a des thérapies ciblées avec moins d'effets secondaires. Oui. Les plateaux techniques, les blocs opératoires sont de plus en plus performants. Oui. Mais je reste et je signe et persiste que la prévention est la meilleure des solutions. Merci. Je voudrais attirer votre attention sur un nouveau fléau, qui est l'obésité. Donc l'obésité est considéré comme un facteur de risque de certains cancers. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, premièrement, il y a des perturbations métaboliques. Oui.
Et donc, quand il y a des perturbations métaboliques, ça peut toucher des hormones, par exemple sexuelles. Et toute altération des hormones sexuelles peut être un facteur de risque concernant les maladies hormonaux, les cancers hormonaux dépendants, donc, comme le sein, l'endomètre et les maladies ovaires. cardiaques aussi. Oui, là, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit il ne faut pas rattacher le cancer, la mort au cancer, parce qu'on peut mourir de maladies métaboliques. Vous savez, quand on vous dit qu'un tel ou un ami, par exemple, est hypertendu, vous n'allez pas le regarder avec beaucoup de pitié. Oui. Mais quand on va vous dire votre ami a un cancer, vous allez le regarder, oh le pauvre, alors que c'est pas vrai. Le risque, on peut mourir de n'importe quoi. C'est-à-dire que nous, on est musulmans. Donc, on sait que le mout, c'est qada wa qadar. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas se soigner. Donc, je pense que si on donne de l'espoir en parlant du cancer, on va régler beaucoup de problèmes parce que les gens auront moins peur de se faire dépister. Oui, absolument. Il est moins mortel qu'avant. J'ai entendu dire que qui cherche trouve. Absolument, oui. Alors, qui cherche trouve, mais il vaut mieux trouver un cancer à un stade in situ qu'un cancer à un stade 3 ou 4. Absolument. Quoique, j'ai connu personnellement une personne qui a été diagnostiquée à un stade 4 et qui est toujours vivante, qui se porte très très bien et qui a fini par guérir. Parce qu'on dit... À guérir Oui, elle est complètement guérie. Ouais. Donc, et pourquoi? Parce qu'elle a pris soin de sa santé, elle a décidé d'être positive. Elle a continué à se comporter comme si rien n'était, à travailler, à marcher. L'activité physique est très importante. Avant pour pas avoir le cancer, mais même pendant la chimiothérapie et après le traitement. La marche est très très importante. 30 minutes de marche, ça ne coûte rien, mais ça peut vraiment faire beaucoup de bien à toutes les personnes et surtout aux personnes malades. Parce que quand on marche, on améliore son immunité. Et l'immunité pour avoir une action positive sur l'évolution du cancer. Quoique l'aspect, l'état mental aussi joue beaucoup sur... Alors pour revenir à l'obésité, vous savez que le tissu adipeux, il va produire des molécules, ce qu'on appelle les cytokines et les adipokines. Et ces deux molécules, elles vont entraîner une inflammation faible mais chronique. Et cette inflammation peut être le lit d'un cancer. Donc c'est pour ça que je tiens à dire aux gens, faites attention, taille 38-40 c'est très bien. Hein. Je crois que c'est bien de faire très attention à ce qu'on mange et à garder une belle silhouette. En tout cas, on ne peut pas rêver d'une meilleure fin. En tout cas, merci beaucoup Madame Belarabi Nawel. Je rappelle que vous êtes épidémiologiste au sein de l'Observatoire régional de la santé d'Oran. Et merci beaucoup aussi à Dr Amel Hamman, vous êtes généraliste au sein du même observatoire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et on vient de me dire qu'une de nos monteuses vous a reconnu. Apparemment, ça a été une ancienne camarade de classe. C'est Madame Didi. Donc, elle vous passe le salut. Merci. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir été présent avec nous pour sensibiliser sur cet important sujet aujourd'hui et j'espère vous avoir dans d'autres occasions pour inciter davantage les gens à prendre soin de leur santé. Il n'y a pas mieux que la prévention. Je vous ai dit, c'est la stratégie la plus profiteuse. Absolument. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Et quant à nous, chers téléspectateurs, on passe au volet suivant, à savoir l'associatif. Mais tout d'abord, on vous emmène à travers un sujet, revenir avec nous en 2021, découvrir les débuts de l'association BLK en France, et on se retrouve juste après. في عمره 3 سنين ونص بدات الهضره تنقص ما ولاش يهضر كيما كان بدا يضحك وحده ولا يدير لي تيك تما عرفت بلي راه عنده توحد جريت وقاسي تما ماشي سهل يكون عندك طفل توحدي في الدار ماشي سهله بزاف وزعما اول تجربه عندي ولد قبله نورمال كي جا هو فيه توحد شويه نغبنت معاه وجريت ولين غبنت بزاف في المدرسه ما كانش راه عنده في عمره 8 سنين شويه صعيبه ولد قاعد في الدار الحمد لله يا ربي نجم هي متكفلين بهم بدا يتاقلم شويه بدا يخرج من هذيك القوقعه اللي راه فيها الحمد لله ان شاء الله يا ربي ماذا بيا نشوف غير ولي متمدرس وصاي هذا بزاف عليا. L'accompagnement psychologique des enfants en difficulté demeure l'un des défis phares du moment. Pour ce faire, le centre Bnat El Khir, comptant une dizaine de professionnels de la santé physique et mentale, ouvre ses portes à tout enfant souffrant de troubles tels que l'autisme, l'hyperactivité ou encore la dépression, et ce, au niveau du quartier Hay Sabah à Oran.
On est un groupe de femmes bénévoles. Le groupe a été créé sur Facebook depuis presque 4 ans. On est actif, on fait tout ce qui est menu SDF, on aide les malades démunis par des lits médicaux, par des paiements IRM scanners, chaises roulantes. On aide aussi les petits malades, les hôpitaux, tout ce qui est hôpital Canastel, surtout l'hôpital de l'Hassi. Au début, j'ai commencé à convoquer les patients chez moi, parce qu'on faisait appel sur les commentaires, les réseaux sociaux, vous comprenez comment ça se passe. Mais même pas là, on s'est mis d'accord pour que ça soit des consultations ici au centre, comme ça, pour une prise de contact vraiment à l'aise. Et après, s'il y a une nécessité de prise en charge au niveau du cabinet, je les convoque au cabinet. Sinon, s'il y a des prises en charge, enfin, il n'y a pas de prise en charge vraiment médicale, c'est juste une éducation à l'hygiène buccale pour les parents et pour le patient, ça se résume ici. Mais je continue à venir les voir, même après, s'il y aura des nécessités de passer au cabinet, on n'aura pas de soucis. En dépit des faibles moyens disponibles, ce centre tente d'aider toute famille démunie, spécialement durant les sensibles temps sanitaires actuels. Il y a le côté, les enfants, ils étaient tous enfermés في الconfinement. C'est-à-dire un enfant autiste, la prise en charge, il rechute. On s'est retrouvé avec des parents, le cas, l'enfant s'est aggravé Z, ou en même temps, le parent n'a pas travaillé. Alors financièrement, il se trouve incapable et en même temps le cas s'est aggravé. C'est d'aider les enfants du mieux que possible, justement en leur donnant un environnement sain, où ils sont libres, où ils sont en sécurité. C'est très important qu'ils soient en sécurité, ou même qu'ils soient en confiance. Il faut qu'ils nous fassent confiance déjà. On leur donne des jeux éducatifs aussi, ils sont à leur disposition. Le centre d'accompagnement Bnat El Khair compte aujourd'hui une dizaine de médecins de différentes spécialités, œuvrant tous pour la création d'une véritable chaîne d'entraide, de solidarité et de soutien aux enfants en difficulté et à leurs familles. Alhamdoulilah, l'association continue d'exister, continue de faire ses actions caritatives grâce aux dons qu'on reçoit. On reçoit des dons d'argent qui nous a permis de louer cet espace, de rénover l'espace extérieur. On reçoit aussi des dons de médicaments, des dons de vêtements. Je tiens à remercier toute personne qui nous a aidés, qui nous a permis d'effectuer toutes les idées qu'on avait pour aider les enfants. Un sujet qui, je le rappelle, date de 2021 sur cette belle association qui a fait beaucoup de chemin depuis d'ailleurs. Donc, pour en parler plus en détail, j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui Dr Missifi. Madame Marhababik, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, merci à vous. Donc, je vous présente, vous êtes la secrétaire générale de l'association BLK en France. Oui, très bien. Et vous n'êtes pas venue seule, vous êtes venue avec Madame Sarah Benmamar. Benamar. D'accord. Donc vous êtes psychologue principal de l'association. Du centre. Du centre, très bien. D'accord. Donc avant de commencer, parce qu'on va parler de la différence entre association et centre, donnez-nous un peu une idée aujourd'hui de l'association, de ses activités, de ses actions. L'association BLK Bnat El Khair est née en 2020 et c'est-à-dire que c'est le centre d'aide aux enfants en difficulté qui est né en premier. C'est-à-dire que l'association est venue après. Et donc le centre est né en 2020. Il a été créé par Madame Médienne, la présidente de l'association, suite à un cri de détresse d'une maman d'un enfant autiste. Donc c'est là l'idée est partie de ce cri de détresse. Oui. Donc c'est comme ça qu'on a décidé d'ouvrir un centre carrément, de faire bénéficier plusieurs enfants au lieu de prendre que cet enfant en charge. À partir de là, le centre a commencé avec une dizaine d'enfants et de là est née l'association. Parce que le centre ne pouvait pas exister sans avoir c'est-à-dire le côté juridique. Là, il nous exigeait un agrément et des papiers. Donc c'est comme ça que naît l'association BLK, Bnat El Khair. Oui. Et au début, l'association se trouvait au niveau de Haïsabah, quand on vient de le voir au niveau du reportage, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Non, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et pour dire que cette association existe depuis longtemps déjà, c'est juste pour rappeler que c'était à la base, c'était un groupe bénévole qui travaillait sur les réseaux.
Et après, c'est venu le centre, et après le centre, l'association. Donc, et à la demande des enfants et le nombre qui augmentait jour après jour, on a décidé de changer de siège et d'agrandir. Oui. Donc là, on est dans un autre siège qui est sur R+2. Et la capacité du siège est de 70 enfants. Donc on a déjà 70 enfants pris en charge, des enfants en difficulté, notamment autistes, trisomiques, IMC et toutes difficultés, même échecs scolaires. Et... Ah oui, oui, on vous fait faites même du échecs soutien scolaires. scolaire, oui. Voilà, donc... Mais l'activité principale du centre reste la prise en charge des enfants autistes, c'est ça? Oui, voilà, notamment les autistes. Et voilà, donc... je disais que la prise en charge, on a en ce moment 70 enfants et on a une liste d'attente de 70 enfants aussi. Très bien. Voilà, donc... D'accord. Et j'aimerais justement parler avec vous des critères de sélection. Donc comment, par exemple, sont sélectionnés les enfants, la tranche d'âge, est-ce qu'il y a une certaine catégorie d'autistes que le centre ne peut pas prendre en charge? C'est des cas un peu aggravés. Donc j'aimerais que vous nous donniez une idée là-dessus. C'est-à-dire que la tranche d'âge, elle est entre 3 ans et 12 ans. Oui. Et les cas, bon, on ne sélectionne pas parce que nous déjà, à la base, pour prendre un malade en charge ou un autiste, bon, je ne vais pas dire un malade, un enfant autiste, il va falloir passer par plusieurs étapes. Il faut d'abord que le diagnostic soit vérifié, que c'est un enfant autiste. Et il passe par le neuropsychiatre, par les psychologues. Et quand le diagnostic est établi, donc l'enfant est pris en charge au sein du centre par une équipe pluridisciplinaire, notamment psychologues, orthophonistes, kinésithérapeutes. C'est selon le besoin de l'enfant. Oui. Et pour l'autisme, si on veut parler de l'autisme, il y a plusieurs cas. Vous avez dit les autistes lourds, c'est-à-dire nous, à partir de 13 ans, les autistes lourds, c'est un projet pour nous pour le moment. Oui. C'est-à-dire dans l'immédiat, on ne les prend pas en charge, mais c'est un projet où on prévoit, Inch'Allah, d'aller vers les ateliers de formation professionnelle pour cette catégorie d'enfants autistes qui sont ni à l'école, ni intégrés à la société, ni, vous voyez. D'ailleurs, sur ce point-là, il y a un beau projet qui est en train de se préparer. Exactement. Oui. Là, on est avec un projet avec le Croissant Rouge algérien. Par la présidente nationale, on a fait un commun accord, oui. Voilà, pour pouvoir avoir carrément une école qui aura plus de capacité, oui. De prendre un nombre assez important quand même d'enfants autistes. Et l'école sera 100% autisme. Très bien. Voilà, c'est-à-dire qu'on gardera peut-être le centre pour les autres difficultés, oui. Mais là, pour l'école, ça sera vraiment une école 100% autiste. Très bien. Voilà. Madame Benamar, j'aimerais vous faire réagir sur un point. Étant donné que l'autisme n'est pas aussi facile à détecter que la trisomie, par exemple, donc justement, comment se déroule le diagnostic d'un enfant pour savoir s'il est autiste ou pas? Très bien. Alors, pour diagnostiquer un autiste, premièrement, le premier critère, c'est l'âge. Pour dire que l'enfant est autiste, on met le diagnostic, l'âge, l'enfant il a 3 ans, premièrement. Mais avant 3 ans, on peut remarquer des signes d'alerte. Par exemple, le premier cri de l'enfant dès la naissance, après le contact oculaire. Oui. Mais généralement, ils ne croisent pas du regard. Voilà, l'interaction sociale et l'interaction même. يكون entouré بالenfant زعما ما يضحكش معاهم il réagit pas un enfant اللي ساكت بزاف ou bien يضحك بزاف ولا un enfant عاقل trop ولا قبيح بزاف. Sur ce point, il y a certains parents qui disent oui, mon fils il n'est pas très sociable, il aime rester seul, c'est pas pour autant qu'il est autiste. Donc justement, qu'est-ce que vous pouvez répondre par rapport à ça? Alors ça n'empêche pas que نروح عند le psychologue. Premièrement. Absolument. Absolument. Au moins, on a le cœur net. Voilà. Le premier détail, c'est généralement, comme ça, on va déclencher l'alerte pour tous, mais non.
Le psychologue, il dit le diagnostic différentiel, on peut trancher. Est-ce que c'est un autiste ou pas? Alors le contact oculaire, par exemple, l'interaction sociale, elle est importante de l'enfant. Donc, on ne peut pas dire non, Malish, l'enfant, il est à l'aise. Oui. Et justement, à partir de quel âge on peut diagnostiquer un enfant pour avoir un bon diagnostic? L'autisme à 3 ans, mais par exemple un enfant trisomique, à la naissance trisomique. Oui, non, en fait, je parle du cas, oui. L'autisme à 3 ans. Pas avant 3 ans. Avant 3 ans, on a les signes d'alerte. Oui. 18 mois, 12 mois, c'est des signes. Nous pouvons même nous la prise en charge, mais sans diagnostic. Le diagnostic ne fait pas un cabinet. Le diagnostic, normalement, un pédopsychiatre assure dans le diagnostic. D'accord. Donc, et c'est l'association qui prend en charge les diagnostics, etc. Bien sûr. La prise en charge. Enfin, le centre. La prise en charge avec le centre, elle est multidisciplinaire. Donc, l'enfant est en consultation. Nous faisons le détail. Les détails, par exemple, la maman ou les deux parents, bien sûr, le développement, la naissance, même avant l'accouchement. C'est très important, les détails. Au moment de la consultation, on a une évaluation. L'évaluation qui a le développement, le jour où par exemple, on a 10 ans ou 8 ans. On va le pédopsychiatre où il y a le diagnostic exact, final, bien sûr. Ou un neuropsychiatre, il dit par exemple le EEG, les analyses, tout ce qui est organique pour confirmer ou bien annuler le côté organique. Il peut jouer un rôle kbir dans le diagnostic. Et tant qu'il peut être pris à un jeune âge, tant qu'il a de meilleures chances de... On ne va pas dire de guérison, mais de s'intégrer. De s'intégrer. La prise en charge précoce, elle est très importante. Oui. Un enfant, la thérapie, la prise en charge à un âge صغير, مش كيما un enfant qui a 10 ans, parce que le trouble il est déjà installé. مش كيف un enfant qui avec l'opposition ou là avec un contact limité, par exemple les gens. À 10 ans ou à 11 ans, c'est difficile de absolument. voilà. C'est un enfant de 3 ans, عاد يبداو ليسين نجمون. Absolument. Et le travail ne se fait pas uniquement au niveau du centre. Donc il n'y a pas que la science et après c'est bon. Donc il y a aussi un travail qui doit se faire avec les parents. Bien sûr. Et là-dessus, il y a un point très très important sur lequel j'aimerais revenir, c'est le déni de certains parents de reconnaître. Et enfin, on ne va pas dire la maladie, c'est juste la différence de leurs enfants, c'est juste qu'ils sont différents. Donc là-dessus, est-ce que vous faites face Oui, bien sûr, parce que, écoutez, c'est le fait d'accepter déjà qu'on ait un enfant autiste à la maison ou un enfant en difficulté. C'est tout un travail à faire. C'est pour ça que nous, on fait beaucoup de thérapies de groupe pour les mamans, ou pour les parents. En général, il faut d'abord que les parents et la famille acceptent cette différence pour que nous, on commence à travailler. Et puis, il faut qu'il y ait une continuité entre le centre et la famille. Parce que l'enfant, s'il passe, je ne sais pas moi, 1 heure au centre, il passe plus de temps chez lui. Il faut d'abord qu'il soit accepté par sa famille, par la fratrie. Et ce qu'un enfant normal a, c'est le droit à être dans un centre, de faire du coloriage, de s'amuser, d'avoir des sorties aérées, d'avoir droit à toutes les fêtes nationales et religieuses, comme dans les écoles avec les enfants normaux et tout. C'est ce qui
Un enfant, par exemple, c'est naturel. Oui. Un enfant, la nature de l'enfant, c'est ça. Alors, les parents, la recherche, la demande plutôt, tu connais la guérison. On le point, Oui. Et il y a certains qui veulent, qui veulent un résultat. Ouais. Alors notre objectif, ce n'est pas la guérison, c'est d'augmenter les performances de l'enfant. Oui. Performances cognitives, comportementales, autonomie, tout ce qui est un enfant. Globalement, l'enfant, c'est l'autonomie, c'est ça. Alors, nous travaillons ensemble, donc le fait qu'ils nous soient un point. Par exemple, c'est une réussite pour nous. On a des cas, par exemple, le bégaiement, on a un cas qui a la prise en charge parce que قد يتحكم في البيجمنت تاعه دونك بريسك كملنا لا ثيرابي تاعه. Très bien. Très bien. En tout cas, une dernière question, docteur Missifi. Quelles sont les prochaines activités du centre? Le centre, c'est-à-dire on a un projet déjà, j'ai déjà parlé de ça, c'est-à-dire le projet de l'école avec le Croissant Rouge en partenariat. Et notre objectif aussi, c'est les ateliers pour les enfants de plus de 13 ans. Oui. C'est-à-dire de les intégrer dans des ateliers de travaux manuels qui puissent gagner au moins, je ne sais pas moi, un petit quelque chose pour eux. Oui. Parce qu'il faut dire qu'ils sont très forts dans les travaux manuels et que c'est ça qui les rend sociables. Parce qu'ils travaillent en groupe. Oui. Voilà. Bon, nous, les ateliers, déjà, on les fait pour les enfants. On fait des ateliers de dessin, de macramé, beaucoup de travaux manuels. Et le centre aussi assure les sorties aérées, assure aussi tout ce qui est prise en charge médicale, côté soins, côté radiologique, des analyses et tout est pris en charge. Et puis, on a le côté social de l'association. On n'a pas parlé de ça. Le côté social de l'association, pas du centre, qui est, comme toute association, les aides. De toute façon, l'association, elle est très connue pour son travail humanitaire. Voilà. Mais malheureusement, heureusement, on voulait mettre en avant aussi tout le travail important qui a été fait. Notamment parce que le centre, là, c'est-à-dire l'école, ça sera, Inch'Allah, une école médico-éducative. Voilà, qui répondra, Inch'Allah, aux normes assez importantes quand même. Et j'espère que ça sera une école témoin et que j'invite tous les gens qui sont volontaires et tout à prendre exemple et qu'on puisse vraiment prendre en charge un maximum de nos enfants parce qu'ils font partie de nous, ces enfants. Ils sont là. Et il va falloir les prendre en charge. On ne peut pas les ignorer. Oui. On ne peut pas. Absolument. Voilà. En tout cas, on espère une ouverture très prochaine de l'école. Merci beaucoup à vous, docteur Missifi, d'avoir été avec nous aujourd'hui, ainsi qu'à Madame Benamar. J'espère vous revoir très bientôt pour d'autres occasions. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci à vous. On continue, chers téléspectateurs, avec le volet service
Allah yarham al-shuhada, vive la Palestine libre et indépendante avec Al-Quds pour capitale. On passe à présent, mesdames et messieurs, au volet service public avec, comme je l'avais dit, la belle initiative initiée par la Sonalgaz, à savoir l'installation de détecteurs de monoxyde de carbone dans l'ensemble des foyers algériens. Donc une opération qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Et pour en parler plus en détail, j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ce moment la chef de département communication au niveau de la direction régionale de la Sonalgaz, Madame Fella Bouziane. Madame Fella Bouziane, merci d'avoir accepté notre invitation et d'être parmi nous pour nous parler de cette belle initiative. Merci à vous pour l'invitation et je tiens donc à présenter mes salutations à tous vos téléspectateurs. Et belle initiative et sujet d'actualité et pas des moindres. Absolument, notamment dans une période hivernale, glaciale, dans la plupart du temps le soir, donc où malheureusement certains chauffages ne sont pas conformes, on va dire, aux standards internationaux. Et donc on se retrouve malheureusement avec ce drame de monoxyde de carbone qui malheureusement n'a aucune odeur, donc ça tue malheureusement par milliers chaque année. Des familles entières parfois. Absolument, sont décimées à cause de ça. Tout à fait. Je tiens à préciser que donc, le monoxyde de carbone, c'est le gaz qui est inodore et qui tue parfois, donc suite à l'intoxication, mais qui ne sévit pas uniquement en période hivernale. Donc même pendant l'été, nous enregistrons parfois des accidents, des décès, des accidents suite aux intoxications au monoxyde de carbone. Donc, c'est issu de quel appareil en été? Au fait, le monoxyde de carbone, donc, il naît suite à une mauvaise combustion. Donc ça peut être le gaz, comme ça peut être un autre combustible, comme le bois, le fham, donc le fuel, autre chose. Ouais. Voilà, donc c'est une mauvaise combustion qui crée ce qu'on appelle le monoxyde de carbone. Et comment est née justement cette initiative et depuis quand Voilà, donc l'opération de pose de détecteur de monoxyde de carbone, donc c'est une opération qui nous a été demandée par les pouvoirs publics. Donc la première opération donc a eu lieu en avril 2023, donc et a concerné 21 wilayas des hauts plateaux. On sait que la particularité des hauts plateaux, c'est justement le froid. Et donc c'est une région très très froide et parfois enneigée. Donc nous avons commencé à déployer ces détecteurs au niveau de ces 21 wilayas. En décembre 2023, nous avons généralisé cette pose au niveau de toutes les wilayas du territoire national. Donc la première phase donc, qui a concerné les 21 wilayas donc, a concerné à peu près plus d'1 million de détecteurs posés et l'opération est toujours en cours. Et donc la généralisation au niveau des wilayas du nord, même du sud, donc même au niveau du sud, on a l'impression qu'on n'enregistre pas d'accident dû au monoxyde au sud, mais même au sud, donc on est en train d'installer les détecteurs de monoxyde de carbone. Très bien. Donc ces détecteurs, on installe donc 2 détecteurs dans les foyers de nos clients, de nos concitoyens. Donc les clients sont ceux qui sont raccordés en électricité et pas forcément en gaz. Donc tout client de Sonelgaz sera doté de 2 détecteurs de monoxyde de carbone gratuitement. Ces détecteurs sont installés par nos techniciens qui ont la technicité et la capacité et en même temps, ces techniciens donc, font ce qu'on appelle une vérification de l'installation intérieure de ce client. Donc, ils vérifient un peu son installation, si elle est conforme, s'il y a des conseils, donc on les prodigue au client et par la suite, on procède à la pose de ces détecteurs. Justement, là-dessus, j'aimerais revenir sur un point que vous avez dit, des conseils à donner aux clients, justement parce qu'on avait vu au niveau des réseaux sociaux plusieurs demandes, au contraire, quels sont les critères à prendre en considération après l'installation de détecteurs de monoxyde de carbone, donc, de la part des usagers. Oui, bien sûr. Donc, avant d'aller vers les conseils, je voudrais donc rappeler à nos téléspectateurs que Sonelgaz, depuis le mois de février 2022, a lancé ce qu'on appelle une opération de vérification des installations intérieures. C'est une opération qui est gratuite, faite par des agents assermentés de Sonelgaz et qui est à la demande du client. Donc le client peut appeler le 3303 qui est le numéro du centre de contact national et demander cette prestation. Donc nos agents se déplacent chez le client, ils vérifient. Si l'installation est conforme, c'est bon. Si elle ne l'est pas, donc on prodigue des conseils et on demande au client de reprendre son installation. Ceci d'une part.
Pour ce qui est des détecteurs, donc il faut juste dire que le détecteur a une alarme sonore et une alarme visuelle, ça veut dire qu'il clignote, auquel cas il sonne, donc le citoyen donc, ne risque pas de ne pas l'entendre ou de ne pas le voir, et qu'il est installé dans deux parties différentes du foyer, de la maison. Donc une partie proche de la source du gaz et une autre partie un peu distante pour un peu, si vous voulez, s'il y a donc propagation du monoxyde de carbone, donc le détecteur a le moyen de le détecter. D'accord. Ce qu'on peut dire par rapport à ce détecteur, donc il a une durée de vie à peu près de 2 à 3 années. D'accord. Et aux clients, à nos téléspectateurs, juste de vérifier un peu les piles, si elles sont toujours vérifier les piles. Absolument. Voilà, leur fonctionnalité et si elles marchent toujours. Très bien. Et quelles sont par exemple les normes de sécurité en vigueur concernant les détecteurs? Est-ce que par exemple il y a des actions à ne pas faire pour ne pas l'endommager par exemple? Le détecteur, il est posé à un niveau donc, qui est accessible à... Notamment des enfants. Voilà, donc à un adulte, pas aux enfants. Et puis, il ne représente aucun danger, donc que ce soit pour l'adulte ou pour l'enfant. Mais uniquement, donc, il est mis à une certaine distance pour qu'il puisse justement détecter le monoxyde, s'il y a monoxyde dans le foyer. Donc, la consigne à dire donc, par rapport aux piles, donc à vérifier les piles. Donc par le citoyen, c'est ce qu'on fait d'ailleurs par rapport à tout ce qui est tout ce que nous avons comme appareillage au niveau de la maison. Lors de cette pause, nos agents, donc je disais, vérifient aussi l'installation intérieure. Donc c'est un 2 en 1 si vous voulez, d'accord. Donc le détecteur en lui-même, dans une première phase, donc il a été acquis via des appels d'offres nationaux et internationaux. Et à la demande donc, du président directeur général du groupe Sonelgaz, donc notre filiale, la filiale de Sonelgaz Saïe, qui est la société algérienne des industries électriques et gazières, va prochainement produire le détecteur. Donc ça sera dans une première phase, donc elle va produire les composants du détecteur, et en deuxième phase, ça sera la production du détecteur en lui-même, ce qui nous donnera donc sur les marchés algériens un détecteur 100% algérien fait par la Sonelgaz, par une filiale de Sonelgaz. Très bien, très bien. Et juste une dernière question. Quels sont les quels sont les signes d'une possible fuite de monoxyde de carbone dans une maison? Est-ce qu'il y a un moyen de savoir qu'il y a une... Donc il y a des signes c'est des signes avant-coureurs, j'allais dire, qui touchent un peu le citoyen quand il est atteint d'une intoxication. Donc généralement c'est des maux de tête, c'est des nausées. Des étourdissements et parfois des évanouissements. Donc l'évanouissement vient bien sûr en phase finale et voilà. Donc en dernier. Il y a des signes visibles, notamment par exemple en termes de chauffage, la couleur de la flamme par exemple. Voilà. Elle devient rouge, donc, je pense. Elle devient rouge. Donc une flamme correcte, une flamme saine, c'est une flamme bleue. C'est ce que nous faisons donc dans le cadre de nos campagnes de sensibilisation. Nous touchons principalement les écoliers, donc l'enfant au bas âge, pour parler un peu de cette fameuse flamme. Donc quand elle est bleue, elle est dans un état sain. Et quand elle est rouge ou orange, donc là, ça veut dire qu'il y a effectivement une possibilité de fuite de gaz. Absolument. Merci beaucoup, madame. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour parler. Je voudrais juste, avant de vous quitter, donc dire que le détecteur n'est pas une solution définitive. Donc, il faut que le citoyen fasse attention qu'il aère sa maison. Au moins 10 minutes. Qu'il fasse vérifier son installation intérieure par des agents compétents. Absolument. Merci beaucoup, madame, d'avoir été avec nous pour parler de ce sujet très, très important. Et j'espère que vous avoir pour d'autres occasions, pour nous éclairer sur d'autres sujets. Merci beaucoup à vous. C'est moi qui vous remercie. Et quant à nous, chers téléspectateurs, on vous emmène découvrir un sujet sur Sarj, un sujet signé Nabil Noui, lecture d'Iman Mahroug Ras, et on se retrouve juste après. En cuir lisse, aux bordures entièrement estampées à la main, un aspect ferme tout en assurant un amortissement efficace, totalement flexible, dont la légèreté de la selle offre une liberté de mouvement totale. Sellier est plus qu'un métier, c'est un art, parce qu'il œuvre dans l'esthétique et nécessite beaucoup de passion et patience. Maniant la matière première noble qui est le cuir et les fils de dorure. Tel maître Nordin Garmit, artisan qui tient à transmettre son savoir-faire et son expérience à ses frères qui désirent apprendre. Ce métier spécialisé dans la selle arabe devenu une référence. دونك بعد ما كملنا المراحل تاع التفصيل هذوك كما شفتوا يبقى لنا التبلاع ضرب. عندنا هذا القدح وهذو الورايات كبار تاعه
وهذا القربوس وهذا الرايات الصغار تاعو وعندنا الجناب. اول حاجه اش نديرو نقصوا هذو يسموهم الحلات وين نقصوهم بعد كي نولوا نبلعوا يدخل فيهم القداح حنا والقربوس. الحاجه الاولى نبلعوا الجناب في بعضها نبلعوا الجناب في بعضهم كما راكم تشوفوا هنايا نبلعوا الجناب هذه يسموها التبلع هذه يسموها الصارمه نبلعهم في بعضهم ومن بعد نبلعوا القداح ونبلعوا القربوس في بعضها كما راك تشوف رانا مصرمين هنا ومن بعد نبدا نبوزوا القداح والقربوس في الجناب هذه بالفتله هذه يسموها الفتله هذه يسموها كي نبلعوا السرج يسموها الصارمه هذه تبلع تاع السرج يسموها الصارمه هذه وكي نكملوا التبلع راك نشوفوا التبلع تاعها كيف يخرج فيها. عندنا القربوس هذا هو القربوس ها يجي يركب هنا وهذو الورايات الصغار تاعو يركبوا هنا وعندنا الجناب هذو زوج شغل كي نبلعوهم هذه يسموها الصارمه نبلعوهم وتبقى لنا المرحله التاليه هذه نديروا السفيفه تاع نركبوها ونفوتوا هذا الخيطه. اول حاجه نفصلوا كما راه كان يفصل نفصلوا الجناب في الزوج نعاودوا كما كنقولوا ونفصلوا القربوس ونفصلوا القداح نفصلوهم نديروا لهم الكرتون تحت هذه الكرتون باه المجبود ما يقعد مستر ونرشموهم هذه الديس هذه يسموها الرشيمه هذه ومن بعد نأمروهم مجبود هذه الرشيمه نأمروها مجبود هذه راك تشوفوا التعمار تاع المجبود كيف دروك عندنا هذا الجنب هذا كما راك شفتوا كانوا يعمروا فيه بعد ما يتأمر كاع نقلعوا له الكرتون تاعه في لي بياس الجنب هذا الاول والزوج والقداح والقربوس تاعه كي يتعمروا نقلعوا لهم الكرتون ونديروا لهم لا دوبلير كما كنتوا تشوفوا في السطاره الاولى هذه سنه ونعاودوا نبلعوها هذه كما كنا نقولوا الصارمه تاعها وصوالح ونديروا لها المرحله التاليه تاعها سفيفه وتكون كامله السطاره. هذه السطاره يسموها راهي الديسه فيها شويه خفيفه يقولوا لها نص عماره والمجبود هذا راهي مأمره بالمجبود الاصفر وكاين المجبود الابيض. وعندنا هذه السطاره هذه ثاني نخدموها بنفس الطريقه اللي خدمنا هذه عندنا هنا مأمره بالمجبود الابيض نقدروا نديروا لها قبل الكرتون كما كنا نديروا فيه هذه ومن بعد نقلعوا الكرتون نديروا لها لا دوبلير تاعها ونبلعوها كما كنا نشوفوا في الطريقه تاع السطاره السابقه. Soigneusement étudié, chacun de ces accessoires, chaque détail requiert les techniques manuelles les plus fines, en commençant par utiliser le chasse-peau pour la découpe judicieuse du cuir à la main, puis par l'abacar qui permet à la finition des bords du cuir afin qu'il ne soit pas tranchant. Passage oblige par la rainette afin d'encastrer la couture pour éviter son usure. Utilisant la pareuse pour affiner le cuir et éviter les surépaisseurs. Passage inévitable par le rembordage pour replier le bord d'une pièce de cuir afin que la coupe ne soit pas visible. Et enfin, l'ornement de fil d'or vient agrémenter cette belle réalisation. Nordin Un beau sujet signé Nabi Noui, porté par la voix d'Imam Mahrougras pour la version française. Alors, sans plus tarder, nous passons à notre dernier invité, à savoir M. Abdelrahman Rabia. M. Abdelrahman Rabia, marhaba bik, bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, M. Abdelrahman Rabia, vous êtes artiste peintre, mais vous êtes avant tout sculpteur. Sculpteur, designer, maquettiste. Ouais. Ah, très bien, très bien. Mais selon ce que je vois, apparemment, vous vous spécialisez dans la conception de motos. Mais pas seulement de motos, mais d'autres engins, comme les voitures, les avions, les navires, etc. Ah, très bien, très bien. Donc, tout type de maquette. Oui, tout type de maquette. D'accord, d'accord. Et depuis quand ça a commencé, justement, votre passion, justement, pour la création de maquettes? La création de maquettes... ça a commencé depuis mon jeune âge depuis mon enfance. Alors j'aime dessiner beaucoup, toutes choses, surtout les voitures. Ah, donc les débuts c'était en tant que dessinateur? Dessinateur, bien sûr. D'accord. À la base, dessinateur. Et après, avec l'expérience, oui. J'ai pu accumuler le savoir-faire. Après, j'ai introduit d'autres produits, à part le dessin, comme
d'autres matériaux, les produits comme les boîtes de conserve, les boîtes métalliques, les boîtes de poissons, de boissons, en plastique, en matière de plastique. Ouais, donc vous recyclez un peu Je recycle tout. Ouais. Et donc vous créez avec de nouvelles... C'est ça. Donc c'est même des conceptions écologiques. C'est ça, oui. C'est à peu près de recyclage. Très bien. Très recyclage. Bien. Et quels sont par exemple les matériaux que vous utilisez par exemple, dans les motos que vous fabriquez? Dans les motos que je fabrique, les matériaux que j'utilise, c'est des matériaux qu'on trouve un peu partout. Comme les boîtes de conserve, comme vous l'avez dit. Oui. Les boîtes de conserve, les boîtes métalliques, les roues, les roues en caoutchouc, pneumatiques. Oui. Les fils électriques, fils de fer. Oui. Le rechargeur de téléphone. Ah d'accord. Bien sûr. Tout équipement, les matériaux qui se trouvent dans ces... Très bien. Et selon ce que je vois, vous faites aussi toute une installation électrique à l'intérieur. Ce que je vois, c'est que vous faites aussi une installation électrique. Bien sûr. À l'intérieur. Je me connais un peu dans l'électricité. L'électricité, en parenthèse, l'électronique. D'accord. Et comment vous le faites? Justement, parlez-moi un peu justement de votre processus créatif. Comment la conception? Comment vous installez l'électricité? L'installation. C'est au fur et à mesure quand je fabrique la moto, je mets à peu près où je mets les fils, l'emplacement des fils. Après, je soude je lie les fils entre eux. Et je récupère des lampes. Et c'est comme ça. D'accord, très bien. Et selon ce que j'ai vu, c'est qu'il y a aussi tout un mécanisme pour faire tourner les roues, etc. Mais ces motos ne sont pas motorisées. Non, pas celle-là, mais vous le faites généralement aussi. Vous faites aussi des mécanismes pour faire tourner les roues automatiquement. Bien sûr, oui. Ouais, ces mécanismes, je les récupère comme je vous ai dit tout à l'heure, des équipements électroniques. Oui. Comme les boîtiers, comme les lecteurs de CD. Oui, d'accord, même les lecteurs de CD. Bien sûr. Et il y a par exemple un thème particulier qui vous inspire dans vos travaux. Est-ce que c'est les motos? Est-ce que c'est autre chose? Quelque chose qui vous passionne à chaque fois dans la conception? Il y a beaucoup de choses. Oui. Beaucoup de choses. Et il y a des différents domaines qui m'inspirent. Oui. Par exemple? À chaque fois. Oui, citez-nous par exemple des exemples. Par exemple, actuellement j'habite à la côte arzevienne. D'accord. Alors, je suis toujours en contact avec les bateaux, les navires, etc. Mais donc ça fait travailler l'imagination. Ouais, ça m'inspire et ça m'apporte l'imagination de réaliser. Oui. Et vous, justement, en tant qu'artiste, quand vous regardez votre propre parcours, est-ce que vous remarquez une évolution de votre style depuis les débuts jusqu'à présent? Oui, bien sûr. Justement, comment c'était au début? Au début, c'était des dessins simples. Et avec le temps, au fur et à mesure, à force de manipuler les choses, alors on s'évolue. Oui. Et est-ce qu'il y a, par exemple, une conception qui demeure jusqu'à présent votre préférée, celle que vous avez eu le plus de plaisir à faire? Moi, toutes les... vous aimez tout votre travail en général? Bien sûr. Chaque conception, c'est comme un bébé? Bien sûr. Oui, je comprends. Et est-ce que vous utilisez... aujourd'hui, on remarque que les réseaux sociaux jouent un grand rôle dans la promotion des travaux artistiques. Est-ce que vous avez recours aux réseaux sociaux pour faire la promotion de votre travail? Via Facebook, par exemple, etc. Est-ce que vous vous êtes professionnalisé déjà dans le domaine, ou est-ce que vous le faites à titre amateur, genre c'est une passion et c'est bon? Non, je le fais à titre personnel. Mais vous avez exposé? Bien sûr. Oui. Donc il y a quand même un aspect professionnel. Mais j'ai exposé, mais ce n'est pas à titre personnel. Mais j'ai fait des expositions, j'ai participé à des expositions.
Oui, mais pas à titre personnel. notamment la ligne Parce que dernière. j'ai pas eu l'occasion d'exposer à titre personnel. C'est pour ça. Oui, mais normalement, il y avait eu une exposition dernièrement au niveau du Mamou. Où vous avez exposé notamment votre travail. Oui. Donc justement, c'est une exposition qui était dédiée à votre travail, non? Mais c'est une exposition collective. Ah d'accord, c'était une exposition collective. D'accord. Et vous ambitionnez pas de vous... Si. J'envisage pour exposer à titre personnel, mais jusqu'à maintenant, j'ai pas eu l'occasion. Ah d'accord, l'occasion. D'accord. Et si vous pouvez nous donner une idée pour finir sur vos futurs projets, qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce qu'il y a une maquette en particulier qui vous inspire et que vous envisagez de réaliser? Ou est-ce qu'il y a des futures expositions que vous envisagez de faire? Donnez-nous un peu une idée sur votre planning. Bien sûr. Si je trouve des gens compétents qui m'encouragent et qui me proposent peut-être, je ne sais pas, d'en faire quelque chose en parenthèse, bien sûr, ouais. mais une maquette qui vous inspire en ce moment, que vous voulez réaliser? Il n'y a pas que les maquettes. Moi, je fais de la peinture, je fais de la on va généraliser. Ouais, c'est ça. Un travail artistique actuellement qui vous inspire et que vous voulez vous lancer dedans? Pour finir. Peut-être, je vais perfectionner ce domaine. Ah, d'accord. Bon, déjà, c'est un domaine qui est très bien élaboré, donc le développer. Ça ne peut être que meilleur, en tout cas. Bien sûr. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, Abdelrahman Rabia, d'avoir été avec nous et d'avoir partagé votre passion avec nous, avec vos très très belles maquettes. On vous souhaite très très bon courage pour vos futurs projets et notamment même vos futures expositions. On vous souhaite le plus grand succès possible. Merci beaucoup. Et donc, j'espère vous revoir très très bientôt et on vous souhaite très très bon courage et très bon retour à Arjeux aussi. Merci. Donc, merci beaucoup à vous. Merci. Et merci beaucoup à vous aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis jusqu'au bout. C'est déjà la fin de cette émission. Un grand merci à l'équipe.